Dans cette discussion entre François Peyotte et Bernard de Montréal, ils abordent le sujet du plan astral, qui est le monde des morts connecté au corps astral de l'homme. Bernard explique que le plan astral est aussi réel que le plan matériel, mental et éthérique, mais qu'il a une fonction différente. François mentionne que selon la tradition, le plan des morts est situé sous terre, dans les entrailles de la terre, appelé le Sheol ou l'Hadès. Mais il ne comprend pas pourquoi Bernard le positionne plutôt dans l'orbite de la Terre. Bernard explique que lorsqu'il dit que le plan astral est dans les environs de la Terre, c'est pour éviter de le situer géographiquement. Il précise que certains aspects du plan astral se trouvent effectivement dans le centre de la Terre, mais il y a aussi plusieurs niveaux de conscience dans le plan astral, qui correspondent à l'élévation de l'âme plutôt qu'à son abaissement. Il explique que si on situe le plan astral uniquement par rapport au centre de la Terre, cela limite la perception à des plans inférieurs de conscience. En influençant la direction de la recherche occulte, on peut diriger l'individu vers des plans inférieurs où il ne bénéficie pas de la connaissance des mondes supérieurs. En résumé, le plan astral est un monde connecté au corps astral de l'homme, qui reçoit les morts après leur décès. Il a plusieurs niveaux de conscience et peut être situé dans les environs de la Terre plutôt que dans son centre géographique. Il est important de ne pas se limiter à des plans inférieurs et de pouvoir accéder au plan supérieur du plan astral. Dans cet extrait, l'auteur explique que les sciences ésotériques de l'involution ont été créées et transmises à l'humanité sans que l'homme puisse conscientiser sa propre connaissance. Cela a conduit l'homme à devenir étudiant des forces occultes sans en être conscient. L'auteur met en garde contre le fait d'être un étudiant de l'occultisme car cela signifie qu'il y a un maître occulte au-dessus de lui, dont l'origine est inconnue. Il mentionne également deux polarités dans le plan astral, Agartha, qui tend à nier la correspondance mentale de la conscience humaine permettant de dominer la conscience, et Shambhala, qui permet à l'homme de revivre la mémoire astrale de ses anciennes alliances avec des forces occultes. Toutefois, selon l'auteur, pour un homme qui est sorti des lois astrales et n'est plus occulté, ces deux plans perdent leur importance et ne sont plus nécessaires pour la conscience créative dans un nouveau temps qui vient. L'auteur souligne l'importance pour l'homme d'avoir une conscience créative capable de déjouer les aspects symboliques astro et psychiques des mondes inférieurs. Sans cela, l'homme sera fasciné par les sciences occultes et sera assujetti à la science d'un autre. L'auteur conclut en affirmant que l'homme a besoin d'une science pour ne plus être fascinable et entrer dans une conscience créative. L'être humain, dans sa transition de l'involution à l'évolution, est lui-même le reflet de sa propre connaissance en fusion. Il doit être capable d'accepter la destruction de la polarité de tout ce qu'il a appris pendant l'involution, des forces qui ont déformé son identité, des forces arimaniennes et lucifériennes qui font partie de la descente sur Terre de certaines énergies de l'âme pour la formation de l'ego. L'homme nouveau, conscient, pourra explorer les connaissances occultes de l'involution depuis les races indo-européennes, atlantéennes, lémuriennes et même d'autres planètes. Il pourra connaître la conversion de l'énergie astrale en énergie mentale qui lui était refusée pendant l'involution, ce qui a brisé les circuits universels et coupé le contact psychique, nuisant ainsi à son évolution et l'obligeant à s'allier avec des forces extérieures pour apprendre des choses qui échappaient à son contrôle. Aujourd'hui, l'éducation conventionnelle nous apprend les sciences qui conviennent à notre mental et à notre équilibre psychique, sanctionné par le gouvernement, l'histoire et la civilisation. Mais dans les écoles occultes, dans les temples de la connaissance, d'où viennent ces connaissances? Qui les a dictées? L'homme n'est même pas capable d'absorber totalement ces connaissances, donc comment pourrait-il vérifier l'origine des auteurs? Ces forces d'Agartha et de Shambhala faisaient partie de l'organisation psychique de la Terre avant l'arrivée de l'homme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ces intelligences viennent de l'extérieur du système solaire et se sont projetées dans la conscience de la Terre pour vérifier l'évolution de l'être humain qui était alors à un stade animal. La lutte de l'homme contre les puissances qui ont dominé sa conscience résulte de l'imbriquement de ces forces avec sa conscience. L'être humain a souvent l'illusion que la nature même de sa conscience est directement liée à l'évolution de son ego, mais c'est une profonde illusion. Cette illusion a été formulée par le travail des forces de Shambhala et de l'Agartha. Les forces de l'Agartha sont responsables du développement particulier de la composition organique de l'être humain. Le cœur humain est différent de ce que l'on pense généralement. Il ne s'agit pas seulement d'un organe physique, mais aussi d'un chakra situé sur le plan astral. Ce chakra est contrôlé par les forces de Shambhala et de l'Agartha, qui déterminent le cycle de vie de l'individu. L'Agartha contrôle les organes physiques de l'être humain, tandis que Shambhala contrôle le chakra du cœur. Cependant,
Il n'existe aucune science occulte sur Terre qui dévoile ces informations, car cela remettrait en question l'illusion du libre arbitre de l'individu. Les personnes souffrant de troubles mentaux sont influencées par ces forces. La relation entre Shambhala, l'Agartha et l'homme crée une sorte de triangle qui empêche l'homme de sortir de son orbite et de se libérer de la mort. Il est devenu difficile de distinguer le mal du bien dans notre société, et Shambhala et l'Agartha sont de plus en plus interconnectés et utilisent mutuellement leurs intelligences. La proposition principale de cette connaissance occulte est que dans les mondes parallèles, la doctrine du bien et du mal est simplement la volonté des extraterrestres de maintenir un équilibre et un déséquilibre sur Terre afin de favoriser l'évolution de l'humanité. L'homme doit se libérer complètement de sa matière pour évoluer, mais il est entravé par deux puissances qui agissent comme des formes d'intelligence et qui sont contrôlées par Agartha, un gouvernement invisible au centre de la Terre. Les personnes atteintes de troubles psychiques sont particulièrement affectées par ces intelligences lunaires, qui sont de petites créatures contrôlées par Agartha. Ces créatures manipulent le cerveau éthérique de l'homme pour l'empêcher de découvrir le secret de son origine et de ses pensées. Les personnes atteintes de troubles mentaux ne sont pas assez intelligentes pour réaliser qu'elles sont manipulées et ne sont pas soutenues par une science occulte suffisamment avancée pour les aider. Ainsi, elles perdent peu à peu leur conscience et deviennent végétatives. Cette situation est une grande déception, car il y aurait de nombreuses personnes sur Terre qui pourraient être récupérées si une science capable d'objectiver leur état mental était développée dans le futur. Dans cet extrait, l'auteur explique que les forces de l'Agartha, Shambhala et de la Lune font partie de l'évolution psychique de la Terre et sont liées à l'involution de l'homme. Tant que l'homme ne comprendra pas pleinement le phénomène de la pensée, il sera dominé par ces forces et n'aura pas d'identité ni de connaissance réelle. Il soutient que les maîtres spirituels, bien qu'importants pour développer la conscience spirituelle, retardent l'évolution de l'intelligence sur Terre en laissant l'homme contrôlé par ses forces. Il affirme que dans les plans astraux les plus élevés, l'homme est régi par une organisation intelligente qui le maintient dans les lois de la réincarnation et le divise contre lui-même. Cependant, il déclare qu'un être humain intelligent de l'évolution future aura la capacité de vibrer la conscience de ses cellules, ce qui lui permettra d'utiliser son mental pour vérifier la véracité de ses paroles et ne pas être assujetti à sa mémoire. Dans cet extrait, l'auteur explique que lorsque l'être humain atteint un certain niveau d'évolution, il n'a plus besoin de se souvenir des expériences passées. Cette libération est rendue possible par la distribution d'effluves provenant de Shambhala, de l'Agartha et d'autres planètes, qui affectent constamment nos organes. Ces forces créatives involutives utilisent les planètes pour soutenir le rythme planétaire de la conversion organique en sang bleu ou aura. Cependant, l'auteur indique que l'homme devra un jour être libre de ces forces et vibrer ses organes à partir de son cerveau éthérique plutôt que d'être affecté par elles. L'auteur mentionne le lien entre l'aura et l'incarnation involutive de l'homme sur Terre, et souligne que la mémoire cosmique est coupée une fois que l'homme s'incarne ici. Si l'homme utilisait son cerveau éthérique et avait une conscience intégrale, il ne serait pas affecté par ces forces et serait connecté à son moi universel. Dans ce cas, l'homme vivrait de la conscience de ses cellules et serait en accord avec la science universelle. Est-ce avoir besoin de connaissances occultes? L'auteur évoque également le Kundalini et met en garde contre une utilisation excessive de cette énergie. Il mentionne le concept de l'âme nucléaire qui fusionnerait avec le moi universel, permettant à l'homme de fonctionner uniquement avec son cerveau éthérique plutôt qu'avec les chakras. La conscience intégrale représente une conscience qui permet à l'homme de savoir, de parler sans faille et de découvrir pour lui-même et pour les autres, sans se limiter à la mémoire. Tant que l'homme ne réalise pas qu'il est un être absolu et continue à vivre dans la polarité du bien et du mal, il restera prisonnier de l'Agartha et de Shambhala. La mort de l'homme et sa coupure d'avec sa source sont le résultat d'un accident scientifique qui a créé une rupture entre lui et sa source. Les forces de Shambhala et de l'Agartha sont intervenues pour aider l'homme dans son involution, en remplaçant sa science cosmique par une nouvelle science basée sur la pensée égoïque. Les civilisations ont servi de milieu d'expérience pour l'homme, mais il a évolué lentement en donnant à sa conscience une définition égoïque. Il ne faut donc pas blâmer Shambhala et l'Agartha pour la chute de l'homme, qui est le résultat d'un accident universel. Cependant, ces forces ont été responsables de l'ignorance humaine après la rupture des circuits universels. Le pouvoir de Shambhala et de l'Agartha sera rompu dans la conscience des initiés à partir de 1969, mais il faudra encore du temps pour qu'il le soit dans la conscience collective. Lorsque la fantomisation du corps éthérique sera réalisée à grande échelle sur Terre,
le pouvoir de Shambhala et de l'Agartha sera arrêté et il y aura une reconstruction de la conscience humaine et une renaissance de la science, avec des conséquences majeures. Dans ce texte, l'auteur exprime son désir de faire disparaître l'occultisme et l'ésotérisme, non pas en critique ces pratiques en elles-mêmes, mais en dénonçant leur ignorance et leur capacité à asservir l'individu. Il affirme que ces sciences occultes sont au service de l'involution de l'ego, promues par Shambhala et l'Agartha, et qu'elles mènent à l'ignorance absolue sur Terre. L'auteur ne distingue pas entre les sciences occultes et les sciences matérielles, considérant les premières comme problématiques car elles fascinent l'homme et l'empêchent de trouver sa liberté et son énergie intérieure. Il souligne que les sciences matérielles sont corrigées par les gouvernements et les peuples, tandis que les sciences occultes restent un danger pour l'humanité car elles ne sont pas soumises à une régulation suffisante. L'auteur conclut en mettant en garde contre les conséquences néfastes de l'immersion totale dans les sciences occultes. Certains individus sont tellement influencés par des courants d'énergie qu'ils entrent en contact avec l'astral et entendent des voix qui les incitent à abandonner leur vie actuelle. Ils reçoivent des messages leur disant de laisser leur conjoint, leur maison, et de partir ailleurs. Certaines personnes suivent ces conseils et se retrouvent à vendre leur maison pour rien, pour ensuite se rendre compte qu'ils se sont fait manipuler. Cependant, lorsque l'on a des responsabilités familiales, professionnelles et sociales, il est dangereux de tout abandonner sans discernement. Il faut être capable de distinguer la réalité objective de la science de la subjectivité des illusions. L'auteur affirme qu'il démolira cette dangereuse confusion entre réalité et illusion pour le reste de son temps en tant que personnage public ou écrivain.